Aventure chasse-pêche vous est présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Bienvenue à Aventure chasse-pêche. Cette semaine, on parle de kayak Pélican. On va s'entretenir aussi avec le comité Sauvagine de la FDCP. On parle avec Yvon Courchaine. On vous présente deux modèles chasse de la compagnie Cadex. Très intéressant. Vous avez vu la visite d'usine dernièrement qu'on a faite. On vous parle de la Sporter et de la Carbon, qui sont deux carabines. Technologie militaire, mais pour la chasse. Vous allez voir, très intéressant. On parle de trappage avec Serge Larivière, deux capsules que certains d'entre vous connaissent déjà. L'ouverture de la trappe était là dernièrement, bon, 25 octobre pour certains UGAF. Là, on embarque dans la trappe hivernale. On va parler entre autres de l'entretien des pièges. Vous allez voir de quoi de très intéressant. Hein, Serge Larivière, qui est un chroniqueur assidu dans le magazine Aventure chasse-pêche. On présente aussi les nouveaux produits optiques sur lesquels on a mis la main, qui sont pas piqués des verres, puis vraiment pas chers. La compagnie Athlon. Très intéressant aussi. Côté actualité, dorénavant, les chasseurs devront porter le scaphandrier pour débiter leurs bêtes car les chevreuils sont potentiellement porteurs de la COVID. C'est ce que nous rapportent plusieurs médias. Aux États-Unis, on dit qu'au-delà de 40 des chevreuils, bon, certaines études nous disent 40 des chevreuils testés, d'autres nous disent 40 des chevreuils total, présenteraient des anticorps contre la COVID. Donc, auraient fait affaire en quelque part dans leur vie avec la COVID, dans la COVID-19. Donc, on dit COVID-2 antibody. Du côté des États-Unis, on parle de 40 Du côté de l'Ontario, essentiellement, on dit qu'on a fait des prélèvements et qu'on n'a pas recensé de présence du fameux anticorps qui est relatif à la COVID. Au Québec, ça vous étonnera de savoir qu'on a fait 200 prélèvements, qu'on n'a pas encore de nouvelles de ça. Mais ce qui est le plus important, puis ce qu'on retient beaucoup, ce qu'on nous dit, les infectiologues nous disent que si le virus est répandu dans le parc animalier comme ça, eh bien, ça pourrait produire des variantes du virus qui ne sont pas protégées dans le spectre du vaccin, des différents vaccins avec lesquels on fait affaire présentement. Donc, c'est un petit peu ce qui chicote le plus les gens. Au Québec, bien évidemment, là, le gouvernement, pour l'instant, ce qu'on nous dit, c'est faites donc attention. Portez un masque si vous avez un tête-à-tête avec un chevreuil. Essayez de porter les gants si vous éviscérez, puis faites bien cuire votre viande. Mon avis à moi, est-ce que personnellement, ça me préoccupe beaucoup? Dans ma tête à moi, on parle quand même d'une grippe ici, non? Donc, si on a un variant qui est différent chez le chevreuil, je vais continuer à chasser normalement en faisant peut-être un petit peu plus attention. Certaines personnes seront un peu plus sensibles. À vous de voir, on n'a pas encore les résultats. Au Québec, on a fait 200 prélèvements. On attend toujours des nouvelles de ça. Donc, voici. Une autre grande nouvelle qui est tombée, très intéressante. Des chercheurs, puis là, je vous lis un peu la dépêche de Radio-Canada, des chercheurs de plusieurs grandes universités dans le monde ont conclu qu'un refroidissement climatique brutal qui s'est produit il y a environ 445 millions d'années, a probablement été responsable de l'extinction de 85 des espèces maritimes, des espèces marines. Pourquoi je vous en parle? Parce que notre belle Anticosti, qui concourt présentement pour le titre de patrimoine mondial de l'UNESCO, est l'endroit où est-ce qu'on a été capable, puisque c'est un milieu qui est rempli de fossiles, d'établir les bases de ce principe-là, ou les bases de ces énoncés-là. Donc, notre belle Anticosti fait partie, l'île d'Anticosti, de cette étude-là, et les différents. André Desrochers, entre autres, en parlait dans l'émission Boréal 138 et faisait référence à Anticosti. On fait partie de la majorité des publications qui entourent ce fait-là. Ce qui fait que ça va donner un coup de main en même temps dans le concours pour le titre de patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui est quand même assez intéressant. Pour ceux qui ont chassé Anticosti, on retrouve des fossiles jusque dans le milieu de l'île là-bas. C'est pas étonnant pour personne. Ensuite de ça, eh bien, concours. Hein, vous le savez, présentement, on a un concours avec la Commère, Chaloupe la Commère. Vous allez sur nos Facebook, vous allez trouver très facilement comment participer à tout ça. Nos gilets, bien disponibles, vous le savez, sur notre boutique en ligne, mais vous êtes beaucoup à nous demander et à nous écrire le orange puis le nouveau camo. Ce sont des exclusivités Écotone. Donc, Présentement, en lancement spécial, ils sont présents chez Écotone Beaupré physiquement et sur la boutique en ligne du Écotone Beaupré, vous allez pouvoir avoir les colorations orange et la coloration, le nouveau camo dans le gars de brousse fille de bois. Il y a le T-shirt,
On a aussi un gilet à capuche, un kangourou. On a aussi un crew-neck, donc pas de capuche, et des sacs aussi à épaules, donc très intéressant. Parmi les différents concours, bien, je vous ai parlé du concours de la chaloupe La Commère. Vous savez que présentement dans le magazine, vous pouvez aussi gagner le coffre-fort Browning. Des concours comme Fouine ton magazine, plein d'autres concours qui apparaissent partout. Vous voulez être au courant de tout ce qui se passe. Vous savez qu'on a plusieurs Facebook, vous avez l'émission, vous avez le magazine à tous les 3 mois, vous avez aussi l'infolette. Quand vous arrivez sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche, vous avez une espèce de petite fenêtre qui pop devant vous pour vous abonner à l'infolette. Rentrez votre email là-dedans. À tous les mardis, vous allez recevoir de l'information qui est présente que dans l'infolette, des vidéos qu'on prépare spécialement pour ça, des nouvelles qui sont là spécialement pour ça. Vous allez être à l'avant-garde de tout ce qui se passe, puisque ça rentre chez vous sans effort à tous les mardis. Là-dessus, eh bien, vous vous abonnez au magazine, vous savez que vous allez sauver sur le prix en kiosque, puis vous allez pouvoir voir tous ces concours-là en nous suivant et sur Facebook et dans le magazine. On se quitte le temps d'une première pause. L'autre bord de la pause, on parle des kayaks Pélican. On va parler du cache 110 et du cache 130. Revenez-nous après la pause. Cette partie d'émission vous a été présentée par Browning. L'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est nourrie par Bouffe et compagnie, des repas préparés, frais et savoureux. Kate, nos nouveaux kayaks Pélican, c'est vraiment de la bombe. Puis ça a été fait pour des pêcheurs. Oui, puis c'est à mentionner que c'est fait ici aussi, c'est important. Puis oui, pour les pêcheurs, parce que c'est une grosse demande qu'on avait du côté de Pélican, de pouvoir avoir des embarcations qui sont mieux adaptées, qui ont une stabilité un petit peu plus grande. Parfois en kayak, dépendamment des types de kayak qu'on a, ça peut des fois être un petit peu déstabilisant, difficile de se tenir. Dans un kayak comme celui-ci, on peut se tenir aisément debout si on en a besoin. Et puis, ça nous permet de faire les différents types de pêche, puis des fois d'avoir accès aussi à des plans d'eau qui sont peut-être un petit peu plus difficiles avec certaines embarcations. Définitivement, parce que le tirant d'eau n'est pas grand. Mais même si le tirant d'eau n'est pas grand, le système de quilles a été fait de façon à ce que, justement, il y a une stabilité, puisqu'il y a un enclave dans le milieu. Donc, il y a aussi de l'eau, il y a 2 flotteurs sur les côtés, si on le veut, là, dans la configuration. Ça donne une très grande stabilité. Stabilité aussi au niveau du pêcheur qui est assis à l'intérieur. Oui. On a un banc, donc les bancs, les ErgoCast, qui sont fournis par Pélican, dans la gamme de Pélican Premium. Et si on remarque ici les traces pour les pieds, eh bien, c'est fait pour vraiment venir à côté le devant de la cheville sur le banc, pour pouvoir prendre un ballon, et on a de l'antidérapant. Oui. Le mien, on va le voir tout à l'heure, un antidérapant encore plus évident dessus, 2 petits coussinets. C'est fait pour se lever. On pourrait aisément pêcher à la mouche là-dedans. C'est assez stable pour ça. Facile. Beaucoup d'accessoirisation. On va passer au travers de l'accessoirisation qui est propre à l'embarcation. On va voir au niveau de la pêche par la suite. Oui. Ici, particulier. Gouvernail arrière, première des choses. Parle-moi-en. Bien, écoute, gouvernail qu'on peut entièrement donc contrôler au niveau du haut-bas avec notre corde qui est juste ici à côté de nous. Donc, on peut le remonter facilement. Le gauche-droite, proprement dit, se fait à l'aide de la poignée qui est juste là sur le côté. Donc, toujours aussi très facile d'accès. Puis, en même temps, bien, c'est facile aussi de pouvoir se diriger à l'aide de nos pédales. Pédales qui propulsent littéralement le kayak. Hein. Ce pas des pédales de direction, donc on propulse littéralement le kayak. Dans un premier temps, le gouvernail à l'arrière, c'est pas les vieux gouvernails que vous connaissez sur les pédalos, là, que ça prenait 2 baies pour tourner à gauche. Là. Ça tourne vraiment. Même parfois plus vite qu'avec les pagaies, proprement dit. Les pédales, moi, ça m'a impressionné énormément. Première des choses, ils sont repositionnables, donc ils sont ajustables. On peut les avancer ou les reculer, dépendamment de la longueur de patte. Oui. Tu n'es pas dans la même configuration que moi. Non. Un coup de jambe, c'est impressionnant ce que ça peut donner sous l'eau. C'est 2 espèces de... Ça ressemble à 2 gouvernails qui, étrangement, sont de côté comme ça, mais ça fonctionne très bien, ça fait avancer très rapidement. Je remarque les fixations de la compagnie Scotty. Oui. Scotty, c'est une compagnie qui est spécialisée, entre autres, dans les downriggers et beaucoup d'autres accessoires. Donc, Pélican s'est fié à Scotty, qui est un des plus solides dans la fabrication d'accessoirisation comme ça. Donc, c'est standard Scotty, tout ce que vous connaissez, les porte-verres, etc., ça va pouvoir venir clipper dessus. Mais on en a déjà quand même à l'intérieur. On a des filets, on a des places pour venir fixer du stock en landscape. Effectivement, il y a de la possibilité de configuration immense sur les Pélicans. J'ai regardé sur leur site aussi un petit peu
pour voir qu'est-ce qu'il y en était puis comment les gens ont expérimenté le tout. Il y en a qui viennent vraiment avec un package deal complet. Des fois, sont mieux équipés que certaines chaloupes que j'ai pu voir, certaines embarcations. C'est vraiment un tout en un. Il y a de l'espace aussi pour pouvoir y placer les fameuses exocrêtes qui nous permettent de justement mettre nos cannes. Exocrate qui est le sac de transport là, de Pélican qui est fait pour ça. Là. Exactement. La compagnie Pélican a aussi créé une gamme d'accessoires externes à tout ça. On a entre autres des sacs là, étanches qu'on peut utiliser dans notre embarcation si des fois on va faire des expéditions un petit peu plus grandes. On met le manteau là-dedans. Comme ça, il est sec quand tu le mets et tu as frais au soir et non pas tout mouillé. Super trippant. Beaucoup de points d'ancrage aussi pour venir fixer d'autres choses à votre guise. Là. On va pouvoir le personnaliser comme on le veut. Écoutez, même les porte-cannes sont intéressants parce qu'ils sont faits dans le bon angle. Sur le tien, il y en a quoi? 3, 4? Oui, moi j'en ai 3. Oui. Sur le mien, je pense que j'en ai comme 5. Oui. Souvent, en kayak, on ne veut pas avoir à refaire les bas de ligne à toutes les fois qu'on change d'heure. Donc, on va se traîner plusieurs types de cannes ou plusieurs cannes avec plusieurs montages différents. C'est à votre guise. Puis en même temps, bien, quand on est fatigué de tenir la canne, on peut la mettre dans le porte-canne et continuer à aller à la traîne. Tout a été pensé, même au niveau des pagaies dans l'accessoirisation. De ils ont travaillé fort sur les différents motifs. Donc, c'est aussi de la gamme catch. On voit qu'on a la fameuse règle pour mesurer notre poisson, à savoir si on est justement légal. Puis si tu montres au bout de la pagaie, on voit aussi un espèce de petit décroche-leur. En fait, si on est pris, on peut s'en servir pour justement nous aider. On le fil, puis tout, on est capable d'aller le décrocher. Vraiment, tout a été songé au niveau de Pélican. Personnellement, là, on en a fait l'essai. J'adore. Toi, de ton côté? J'adore aussi. Très, très bien. Si tu veux, on va aller voir le mien 2 petites secondes. Ben oui. Je suis fier aussi. Ah oui, t'es fier aussi. Dans ton cas, à toi, tu as le catch 110 HD. Oui. Moi, j'ai le catch 130 HD. Plus de longueur, on pourrait aisément, de la façon que c'est fait à l'avant, là, tu pourrais aisément embarquer avec moi à l'arrière ou à l'avant, là, avec ta ceinture de sécurité, évidemment. Oui. Alors, comme je te disais, moi, tu vois, là, 1, 2, 3, 4, 5 porte-cannes. Et si je peux me permettre, à l'avant, j'ai vraiment la bonne position pour la traîne. Exact. Donc, qui est en sens inverse. Ça me permet de continuer à la traîne. Je remarque aussi les poignées, la manière qu'ils sont... Première des choses, la manière qu'ils sont positionnés. Et deuxième des choses, c'est pas des petites poignées en nylon, là, comme on avait sur les anciens kayaks. Exact. C'est des poignées qui sont faites HD, là, heavy duty, là, ben c'est le cas de le dire. C'est ruggerized, là. Ça a vraiment été... c'est très, très, très solide. Petit point, compartiment étanche qui est sur l'ensemble des différents kayaks de Pélican. Très pratique aussi pour empêcher votre cellulaire ou encore votre trousseau de clés de se perdre dans l'eau. Donc, compartiment étanche, très apprécié aussi. De ton côté, la raison pour laquelle tu as le catch 130, c'est à mentionner, il y a une question de grandeur et de poids chez Pélican qu'il faut regarder. Ils ont une charte sur leur site et sinon, les conseillers peuvent vous aider aussi en ligne à faire le choix de la bonne embarcation. Moi, j'adore mon expérience à venir jusqu'à là. Je veux juste continuer à aller pêcher si ça te tente. Ben moi, ça me tente. J'ai juste hâte de redescendre mon kayak puis de repartir. Je vais te donner un coup de main, on va descendre ça. OK, parfait. Good. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Serge Rivière, comment ça va? Ça va très bien, Martin. Écoute, tu m'as parlé de faire une chronique spécifique sur les collets parce qu'il y en avait trop à dire. Dans la chronique qu'on a faite sur les différentes méthodes de trapage, dont les pièges à rétention et les pièges de mise à mort, nous y voici. On a des collets devant nous autres. Il y a quand même beaucoup d'évolutions qui existent dans ce type de piège-là, en partant du collet qu'on servait avant, puis du collet à lièvre, on va le dire, aller jusqu'à aujourd'hui au bout de la table. Je te laisse aller. Je sais que j'ai le collet traditionnel devant moi ici. Oui, c'est ça, Martin. À la base, avant, les collets étaient toutes faites avec un bout de câble, avec une barrure. Hein, dans le fond, un mécanisme anti-retour. Là, ça prend une barrure sur le collet pour être légal. Ces collets-là sont légaux. Ils fonctionnent, mais tout le monde qui sert de ça sait que des fois, tu as des animaux qui sont encore vivants, même s'il est pris au collet, même s'il ne devrait pas être vivant. Puis les trappeurs étant ingénieux, des patenteux, ils ont toujours cherché des façons d'améliorer. La première amélioration qui a été faite, ça a été l'addition d'un ressort comme ça, qui est un ressort de mise à mort. Puis là, en plus, il y a 2 améliorations sur le collet par rapport à lui que tu avais là. C'est le ressort de mise à mort, puis un crochet en S anti-cervidé.
Qu'est-ce que tu veux dire par l'anti-cervidé? Bon, on va commencer par le crochet en S. Premièrement, dans l'ancien collet, quand on capturait, et ça arrivait parfois, Martin, un chevreuil qui passe dans une traîne de coyote, pile dans le collet, se retrouve pris, et là, le chevreuil était pris jusqu'à l'arrivée du trappeur, qui devait déprendre le chevreuil. Bon, et ça, c'était pas le fun. Puis t'imagines, si c'est un orignal, c'est encore moins le fun. Fait que, ce qui a été développé, c'est un mécanisme, un petit crochet en S, un S-hook, là, qui va déplier quand on attrape un cervidé par une patte. Donc, si jamais, par malchance, j'attrape un cerf dans ce collet-là, en tirant, le crochet en S déplie et l'animal se libère lui-même. Donc, un canidé n'aurait pas la force de déplier Exactement. le S, mais un chevreuil l'aurait. Un chevreuil ou un orignal va le déplier sans problème. Fait que ça, c'est un mécanisme pour éviter de retenir un cervidé pris par une patte accidentellement. La deuxième chose qu'on a rajouté, c'est un ressort de mise à mort. Ce que ce ressort-là fait, c'est quand l'animal va être capturé, va être vraiment, on va dire, le collet fermé au plus étroit, à chaque fois que l'animal va tirer, le ressort compresse, et quand l'animal arrête de tirer, le ressort cherche à reprendre sa place. Donc, ça sert. Donc, ça sert encore plus, même quand l'animal ne tire plus. Fait que ça, déjà, quand les trappeurs ont commencé à utiliser ça, ils disaient « Wow, ça fait une grosse, grosse différence. » Puis moi, je vais être franc, Martin, pendant plusieurs années, je n'avais que ça sur ma ligne de trappe. Et là, on pensait qu'on avait trouvé la Cadillac des collets. Est arrivé un nouveau type de ressort, qui est un peu comme un ressort de piège en X, un peu plus gros, avec un déclencheur qui fait que quand l'animal se prend, et là, ce collet-là, c'est vraiment le meilleur qu'on a présentement. Là, l'animal va étirer le collet, dans le fond, va fermer le collet au maximum. Et en se débattant, il va déclencher le ressort. Et là, je vais juste te mettre la comparaison, si on veut, du ressort qui est armé versus... Et ce que ça fait, c'est qu'il rapetisse... Le ressort en déclenchant va rapetisser le collet d'environ 2 pouces, 3-4 cm. Donc, cette pression-là va être exercée sur le cou de l'animal. Donc, une fois que le ressort déclenche, le collet rapetisse encore plus, donc ça serre encore plus. Et ça, c'est incroyable, le facteur humanitaire de ces collets-là. Ben là, c'est efficace. C'est sûr que c'est beaucoup plus puissant, ce type de ressort-là, qu'un petit ressort boudiné comme sur celui que tu me montrais avant. Exactement. Et le ressort boudiné dépendait de l'animal pour le compresser. Donc, si tu captures, exemple, un petit renard, il y avait de la misère à compresser. Tandis qu'avec ce mécanisme-là, même un petit renard va finir par déclencher. Et là, la mise à mort est extrêmement, extrêmement rapide. Donc, l'avantage principal, le facteur humanitaire est beaucoup mieux, Martin. Moins de dommages sur la fourrure. L'animal meurt beaucoup plus rapidement. On a moins de pertes. Une seule question pour le trappeur. Où il y a des chiens, on doit être extrêmement prudent. Parce que dans un collet classique, on capturait un chien qui est habitué d'être attaché, il s'assisait, il attendait d'être relâché. Dans avec le nouveau ressort, si le ressort déclenche, le chien a le même sort que n'importe quel canidé. Donc, avant d'utiliser ça, on doit être certain de l'endroit où on est, puis vraiment aviser les propriétaires du risque que ça peut poser. On a fait une chronique justement sur comment demander un accès à une terre, puis de quoi s'informer. Exactement. Cette information-là est super importante. Est-ce qu'il y a des promeneurs? Est-ce qu'il y a des chiens alentour? Est-ce que, oui, moi, mon chien, je le laisse lousse sur le terrain? C'est à savoir pour ce genre de raison-là. Exactement. Mais si on est dans un endroit reculé en forêt, Martin, on n'a pas cette problématique-là. En termes de facteurs humanitaires, là, ça, c'est vraiment la plus grande révolution, je vais dire, dans l'amélioration des collets qu'on a vus depuis plusieurs années. Et je suis prêt à parier que ça va changer encore dans les prochaines années, parce que c'est vraiment un domaine où il y a beaucoup de recherche. On cherche constamment à améliorer les outils. Puis ça, c'est vraiment une amélioration. Puis dis-moi, comme trappeur néophyte, si je m'en vais sur le marché, je vais sur le web demain matin pour me trouver des collets qui sont paramétrés comme celui-là. Est-ce que je vais avoir de la difficulté à trouver ça ou c'est quand même assez disponible? Bien, dans les boutiques spécialisées, c'est des collets qui vont être disponibles. Le désavantage, certains trappeurs vont dire, c'est que c'est un collet qui est plus cher à cause du ressort, qui a certains coûts, déclencheurs. Il y a plusieurs composantes qu'on peut réutiliser après une capture, mais qu'à l'achat de base, il va être plus cher. Ça, c'est un collet neuf qui vous vendre quoi, 4 ou 5 $ versus un collet normal qui serait peut-être 1 $. Okay. Fait qu'il y a des trappeurs qui vont dire, ben, j'aime mieux en avoir plus, moins cher. Mais moi, je dis juste dans le dommage à la fourrure, les animaux comment je pourrais dire, l'efficacité dans le piégeage, que ça vaut vraiment la peine d'investir dans les meilleurs outils. On aurait le choix entre une bonne pointe de flèche et une pointe de flèche moins chère, qui Exactement. fait moins de dommages, qui provoque moins d'hémorragie. On paierait pour la pointe de flèche qui est la plus chère pour avoir une bonne hémorragie. Dans ce cas-ci, ben, on est dans le même sens. Là. Puis Martin, quand le coyote a la tête dans le collet, là, le plus dur est fait. Tu veux pas le perdre. Fait que le 3-4 piastres de différence, il va à peine, c'est Puis ça. on brise pas la fourrure en plus parce que ça Exactement. reste là. Serge Larivière, un gros merci. Ça me fait plaisir.
Cette chronique vous a été présentée par MacTrap, le plus gros inventaire d'équipements de piégeage au Québec. Écotone est fier de vous présenter cette partie d'émission. Je suis avec Serge Larivière, chroniqueur Aventure Chasse-Pêche et aussi moniteur au niveau de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec et moniteur PESCOF aussi. Serge, on a parlé au préalable du matériel qu'on utilise quand on va attraper les différents pièges, catégories de pièges, comment on les utilise, l'évolution dans les collets. Mais il existe aussi toute une préparation de ces pièges-là, un entretien, puis une façon aussi d'entreposer pour qu'on, d'un, qu'ils soient efficaces, de deux, qu'on les garde à long terme. Right? Je me trompe pas? Exactement. Préparation, tu parles de quoi? Oui, quand on reçoit un piège, Martin, dans le fond, il ressemble à ça. Il est des fois huileux, il est brillant, il est en métal, c'est clair. Évidemment, il sort de l'usine. Ce piège-là, si on va en forêt avec, premièrement, des fois, il va sentir l'huile. Deuxièmement, il va rouiller. S'il est exposé à la pluie, à la neige, etc. Puis la rouille pour un piège, c'est vraiment mortel. Fait que ce qu'on veut faire, c'est qu'on va vouloir traiter nos pièges. Okay. Il existe différents types de peinture à piège. Ça en a un modèle. Mais dans le fond, c'est une peinture qui va recouvrir le piège, une fine couche de peinture qui va empêcher la rouille. C'est ça ici, dans le fond. Exactement. Puis si tu compares, là, tu vois la différence de couleur. Oui. Là. Puis le traitement va avoir plusieurs fonctions. Un, ça protège contre la rouille. Ça va lubrifier certaines pièces. Ça va aussi camoufler le piège. Hein? Tu vois l'exemple ici, on a un brun foncé ou un noir. Oui. Ça va permettre de plus camoufler le piège en forêt. Donc, ça va faire moins peur aux animaux. Puis une autre fonction, c'est que ça va enlever les odeurs. Ben, c'est ma prochaine question. Cette peinture-là n'a pas une odeur, par Non, exemple? c'est une peinture sans odeur. Puis quand on va faire le traitement des pièges, on va le laisser dehors après ça, à l'abri de la pluie, pour qu'il sèche bien comme il faut. Puis après ça, cette peinture-là, elle peut même durer plusieurs années. Là. Fait que, dans le fond, le piège ne rouille pas, il n'y a plus d'odeur, il est camouflé. Puis si on en prend soin, puis on ne le perd pas, bien évidemment, il va durer toute une vie. La stratégie, généralement, pour moi, parce que je vais parler de mon expérience, mais j'en ai une à la maison qui a une chaudière dans laquelle il y a de la peinture dans le fond. Elle trempe ses pièges là-dedans, elle a des pôles de bois, elle accroche tout ça au-dessus du papier journal, elle laisse égoutter, elle laisse sécher. Après ça, c'est prêt à aller en forêt comme ça. Là. Exactement. Puis l'idéal, c'est de faire ça une belle journée d'été qui fait chaud, tu as tes pièges neufs. Si tu fais le traitement de peinture, tu les accroches dans une grange, dans un abri dehors, un abri à bois, c'est parfait. Le temps qui sèche, puis après ça, tu les entreposes loin de l'eau. Dans le fond, il ne faut pas qu'ils traînent dans l'eau, il ne faut pas qu'ils rouillent. Puis loin des odeurs. Fait qu'évidemment, c'est un garage où il y a beaucoup d'odeurs d'huile, de diesel, tout ça. C'est mieux d'avoir ça dans une grange tranquille, une vieille cabane à sucre, une place où ça sent la nature. Tu peux même mettre quelques branches de sapin à travers si tu veux. Mais dans le fond, c'est de garder les pièges propres et sans odeur et sans rouille. Ça, c'est important. Est-ce que je vais avoir à réadresser la couleur, la peinture en cours de vie de mon piège? Est-ce que je vais les reteinter? Oui, ça va avoir besoin peut-être aux 2 ou 3 ans. Ça dépend de l'utilisation. Si c'est un piège qui fait beaucoup de captures, évidemment, à force de déclencher tout ça, il va y avoir des petites places qui vont rouiller. On peut le retraiter à l'occasion, mais tu peux parfois faire 4-5 ans avec la même teinture sans problème. Ici, on a des pièges en X. Là, j'ai dans les mains aussi des collets. On fait la même chose pour les collets, Martin. Mais dis-moi, regarde, moi, je me rends compte, puis là, tu me donnes 2 collets, mais moi, je vois que là-dessus, ici, c'est pas la même couleur. Ça, c'est le collet original. Oui, exactement. Ça, c'est un collet traité, mais ça aussi, c'est un collet traité. C'est quoi la différence entre les deux? Dans les collets, on a plusieurs façons de les traiter. Le collet original, comme tu vois, il est très brillant. C'est du câble galvanisé. Donc, une première façon simple, c'est de les bouillir dans de la petite vache, dans du bicarbonate de soude. Tu matifies, dans le fond. Oui, c'est ça. Puis là, ça va venir gris pâle. Certains trappeurs préfèrent les peinturer, comme le deuxième que tu as, qui a été peinturé avec un gris mat. Oui. Donc, le collet est peinturé gris mat, qui va beaucoup mieux se camoufler, si on veut, dans le foin ou dans les branches. Ou tu peux prendre la même peinture que tu as pris pour les pièges, tremper tes collets là-dedans, qui va le rendre plus foncé. Il y a même des trappeurs qui vont peinturer des collets blancs l'hiver. Mais là, rendu là, c'est plus une question de goût personnel, pas nécessairement d'efficacité. L'important, c'est que le collet soit traité pour pas rouiller. Mais ça, encore là, même cette couleur-là qui est différente ou le blanc dont tu me parles, c'est des peintures spécialisées au niveau du trappage. Je prends pas de la tremeclade anti-rouille et mettre là-dessus. Là. Bien, dans certains cas, comme la tremeclade anti-rouille mat, sur les pièges, ça va. C'est juste que souvent,
comme le piège a beaucoup de pièces, là, avec une canne en spray, c'est dur de traiter un piège au complet. Ça va prendre plusieurs cannes. Donc, ça revient plus économique d'acheter de la peinture à piège. Puis on sait qu'elle est sans odeur au départ. Exactement. Tu me parles d'économie. Moi, je vois des gens autour de moi avoir leur peinture dans un seau. Ils réutilisent la même peinture. Ils trempent leur collet, leur piège dedans. C'est-tu bien cher acheter ces peintures-là? Non, c'est pas bien cher. C'est peut-être une vingtaine de dollars acheter ça. Il faut que ça soit mélangé avec de l'essence ou avec du gaz Coleman. Mais l'important, c'est que quand tu as tous tes pièges prêts, tu t'installes, tu fais tout ton traitement, puis à la fin, tu passes ta broche. Tu peux même passer tes outils de sécurité. Donc, tu peux faire un paquet de choses dans ton équipement de piégeage. Puis à ce moment-là, une fois que tu fais ça l'été, bien, quand tu arrives l'automne, ton équipement est déjà prêt à faire feu. Puis comme ce piège-là qui est peinturé, bien évidemment, il est bon à partir. Il peut aller trapper n'importe quand, lui. Il est prêt. Essentiellement, si je fais tout ça dans une chaudière là, classique, on a ça, l'accessoiriste avait ça juste derrière toi. Chaudière classique comme ça, je peux tremper là-dedans. Si je referme ma chaudière, ça va conserver ma peinture pour les prochaines utilisations? Oui, pour quelques mois. C'est sûr que conserver plusieurs années, c'est une autre affaire. Comme n'importe quelle canne de peinture, Martin, à un moment donné, elle va figer puis elle va pogner en pain. Je suis aussi bien d'en faire une plus petite quantité de la shot, puis peut-être prendre un pinceau pour aller retourner la peinture par-dessus les pièges que de faire un bassin de trempage. Oui, ou tu fais un bassin de trempage quand tout ton matériel est prêt, puis tu le fais au complet tout d'un coup, puis à la fin, normalement, il ne te reste plus de peinture. Génial. Fait que l'important, c'est que les pièges soient traités. Ça, c'est vraiment... C'est des outils qui durent toute une vie quand ils sont bien entretenus. Le pire ennemi d'un piège, c'est la rouille. Donc, on l'entrepose au sec tout le temps. Oui, c'est ça. Serge Rivière, un gros merci. Ça me fait plaisir, Martin. Cette chronique vous a été présentée par MacTrap, le plus gros inventaire d'équipements de piégeage au Québec. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Après le visionnement de notre visite de l'usine Cadex, qui produit principalement des armes de type militaire, beaucoup nous sont venus avec le... Il me semble que Cadex faisait aussi des armes de chasse. Là, on n'a pas vu, on voudrait bien voir. Mais oui, effectivement, puis vous m'avez vu chasser avec. Et Cadex fait de très beaux modèles, attends-moi ici, je vais venir te replacer, d'armes de chasse basées sur des technologies militaires, ce qui en font des armes de très, très grande efficacité, de très grande qualité. On va reconnaître ici, pour ceux qui connaissent Cadex, vous voyez Sheepdog ici, le mécanisme qu'il y a sur ces armes de chasse-là, les deux modèles que j'ai avec moi, c'est le même mécanisme qu'il y a sur la Sheepdog, la Sharpshooter de Cadex, qui est disponible dans 3 ou 4 châssis différents et qui est orienté beaucoup plus tir de précision. Alors, ce qu'on a fait, Cadex, plus besoin de présentation si vous avez vu le reportage qu'on a fait dans l'usine. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez retourner le voir sur notre chaîne YouTube facilement ou sur le site web de Télémag dans la section Aventure Chasse-Pêche. Vous allez triper bien net la qualité des composantes de ces armes-là. Vous allez voir comment est-ce qu'ils les font. Eh bien, dans le même souci de qualité, on est venu mettre le châssis Sheephead, le CDX R7, pas le châssis, excusez-moi, mais le mécanisme, dans un châssis qui est beaucoup plus propice à la chasse. Mais là, attention, je vais vous présenter des armes. La seule différence avec les armes de tir de précision qui sont sous CDX R7 et celle-ci, c'est le châssis dans lequel elles sont. C'est le même mécanisme, le même souci du détail, le même souci au niveau du métal, du stress relief, de tout ce qu'on vous a parlé à l'usine Cadex quand on en a fait le tour. La seule différence, c'est vraiment le châssis dans lequel on vient l'asseoir et la configuration différente d'une arme à l'autre entre les deux que j'ai ici. Mais essentiellement, c'est la même chose. Ce qui va différencier les deux que j'ai ici, c'est le canon point final. Dans un premier temps, la Sporter. La Sporter, eh bien, pour ceux qui l'ont vu, oui, c'est l'arme avec laquelle j'ai été collecter mon ours à Pourvoirie-Mont-Valin du Archer, il y a de ça, si je ne me trompe pas, 2 ans. En 308, donc très efficace, super intéressant comme calibre, qui déjà ne recule pas, hein, il n'y a pas de force dans l'épaule au niveau de la 308, mais ici, au niveau du choix, la configuration du châssis dans lequel on est venu mettre le mécanisme, eh bien, c'est très permissif au niveau du recul. Vous allez voir, l'autre est dans le 338, la Poids Mag, là, puis j'ai la même version au niveau du recul. Châssis qui absorbe excessivement bien. On s'y attarde un peu.
Polymères de très, très grande qualité, dans un premier temps. Des polymères là, qui résonnent sur les arbres partout. Là. Ici, on a un polymère de très, très grande qualité qui, évidemment, ne subira pas la contraction-dilatation comme un bois par l'humidité ou certains polymères qui vont être un petit peu plus permissifs, si on veut, de ce côté-là. Dans un premier temps. Deuxième des choses, la préhension. Lorsqu'on parle de préhension, là, vraiment la qualité de la prise, le touch, le feel qu'on va avoir. Donc, un soft touch, mais des incrustations vraiment de rubber, si on le veut, donc de caoutchouc qui ont été faites sur la crosse aux endroits spécifiques à la prise en main. La configuration au niveau aussi de la pièce d'appui pour la joue. Très intéressant, surmonté un peu. C'est pas un Monte Carlo, mais pas loin. Donc déjà, ça vient m'approcher de ma visée au niveau du télescope. Vous avez vu, j'ai fait exprès pour ne pas mettre de télescope sur ceux-là, parce que je veux qu'on se concentre sur les carabines. Donc, châssis d'extrêmement grande qualité. Bloc au niveau, l'alésage au niveau du bedding, les bedding logs, ce qu'on dit en anglais, donc l'alésage au niveau du bedding, ici, aluminium au complet, donc on est assis solidement. On y va aussi avec une Picatinny d'origine, donc on livre avec un rail Picatinny, ce qui me permet de faire une fixation au niveau de mon télescope qui va être optimale. Culasse ventilée, vous le voyez sur le deuxième modèle ici, on va la sortir comme ça ici. Culasse ventilée. Encore là, prise de grande qualité, très, très, très bien faite. On a évidemment short action d'un côté, long action de l'autre côté. Petite différence au niveau du poids, mais écoutez, entre le short et le long action, on joue de 0,2, 0,3 grammes. Là, donc, c'est pas énorme. Là. Prise en main, super intéressante. Au niveau du confort de l'arme, le pad anti-recul, c'est un Cadex. C'est pas pris d'une autre compagnie, c'est un Cadex très confortable, très efficace. Mais l'arme proprement dit, la première des choses, le poids de l'arme, c'est 8,2, 8,3 livres. Encore là, entre le short et long action et le modèle Sporter et le modèle Carbone, on a 0,2, 0,3 livres de différence. C'est pas ça qui va faire la grosse différence. Canon flûté, superbe mécanisme, facilité au niveau de l'utilisation, sa coulisse, c'est incroyable la qualité des composantes. Puis le summum, c'est au niveau de l'expérience de tir. On a un frein de bouche, évidemment. Si on s'attarde un petit peu, je vais la remettre en place. Sur la grande différence qu'il y a entre les deux carabines que j'ai ici, évidemment, il y a une petite différence au niveau du prix, on va s'entendre. Ce sont les canons. Dans les deux cas, j'ai un frein de bouche de type chasse, si on le veut. Donc, un frein de bouche qui va être quand même très esthétique, très efficace. Dans le cas de la Sporter, mais on a un canon standard, donc un canon de type Sporter, mais qui a été flûté. Hein, donc, on a des incrustations un petit peu en arche inversée qui vont donner de la rigidité, tout en allant chercher un petit peu plus de légèreté au niveau de l'arme au global. La différence ici, première des choses, c'est sûr que là, on vient faire une démonstration qui est très intéressante. La capacité qu'a Cadex de personnaliser les armes, de jouer avec les couleurs. La palette de coloration qui est disponible chez Cadex c'est une excuse de plus, on va se dire, pour consommer du Cadex, parce que c'est fou. Il y a des colorations de base, mais on peut aller jouer avec beaucoup de choses. Ici, on est venu faire une espèce en inversion du Burn Bronze, on est venu faire un orange brûlé, noirci, super intéressant. On est en calibre 338, la poids mag, c'est très testostérone. Calibre qui peut aller vers pas au tropical, excusez-moi, mais à l'exotique au niveau de la chasse, qui va pouvoir prendre bien des bêtes, mais très peu impressionnant au niveau du recul, dans le sens que impressionnant au niveau de la capacité de rétention du recul, mais vous ne ferez pas le saut dans l'épaule si vous êtes en 338 la poids mag avec une arme de cette qualité-là. Celle-là ici, c'est des XR7, comme celle qu'on vient de voir. On différencie le canon. La première, c'est la Sporter. Celle-là, c'est la Carbone. La différence, évidemment, canon de type Sandero, Sandero ou Sandero Light. Sandero, dans ce cas-ci, un petit peu plus plein. Canon de carbone. Rigidité. On parle de dispersion de la chaleur aussi et on parle de poids. Très intéressant. Dans les deux cas, j'ai un canon de 26 pouces. Ici, je suis en short action du côté de la Sporter. Je dois être à 8,2 livres, si je ne me trompe pas. 8,3 livres ici en long action, compensé évidemment par le canon en carbone. Donc, très intéressant. Même crosse, même préhension, même qualité au niveau de la prise en main. Donc, j'ai un bel appui. C'est le fun comme carabine à tenir dans les mains. J'ai pas un poids qui est encombrant. Évidemment, il va falloir venir compter le télescope en surplus sur le dessus. Mais j'ai de quoi qui est super simple d'utilisation. Mais je reviens à la base.
Dans les deux cas, bon, ici, je veux un canon de style Sporter ou un canon de style Sandero, qui sont deux choses complètement différentes de type. Je dis bien Sandero, donc un canon de carbone, mais Cadex, qui sont différents. La balance, c'est la même chose, mais là où est-ce qu'il faut vraiment mettre l'accent, c'est sur le mécanisme qu'on est venu mettre dedans. Ce n'est qu'un châssis de chasse dans lequel on est venu appliquer un mécanisme de qualité et de normes militaires dans le Sheepdog, qui est le CDX R7 que vous connaissez comme Sharpshooter. C'est comme Sharpshooter, excusez-moi. C'est Cadex, c'est québécois, ça vient d'ici. C'est fait pour nous autres, pour nos militaires, mais maintenant pour nos chasseurs aussi. Demandez-les, c'est disponible chez certains commerçants. Sinon, vous en faites la demande directement en ligne avec Cadex. On peut même toucher aux armes. Si jamais vous me voyez sur un chantier et je les ai, ça va me faire plaisir de vous les faire essayer. Vous allez voir, c'est un petit charme. Après la pause, comité Sauvagine avec la FDCP. Cette partie d'émission vous est présentée par la fromagerie Victoria, authentique et familiale depuis 75 ans. Salut Kate, hey, bienvenue encore chez nous à la Fédération dans nos bureaux. Content de te revoir? Ben, moi aussi. Content de te revoir. J'ai dit, écoute, ici, là, on est à la meilleure place pour parler de notre autre comité qu'on a, c'est le comité Sauvagine. On regarde la salle d'exposition, Ben oui, on a des oiseaux plein de partout. canards sculptés, des canards qui datent de longtemps. Mais tout ça vient des passionnés de la chasse. C'est ma passion, la chasse à Sauvagine. Puis on a un comité qui a tous les ans se réunissent. Puis j'ai avec moi notre président du comité Sauvagine. Souviens-toi, un comité chez nous, c'est un comité consultatif. Il aide le provincial à prendre des décisions justes et éclairées. Fait que moi, je vais laisser aller Yvon avec ça. Ben Ils oui. vont pouvoir vous expliquer ce qu'il y en est dans notre comité Sauvagine. Ben, bonjour, Yvon. Bonjour. Merci d'être là. Plaisir. Donc, peut-être nous expliquer un petit peu le comité Sauvagine. C'est quoi leurs actions? Le comité Sauvagine, c'est un comité qui siège une fois par année, qui est actuellement en janvier, donc qui est composé essentiellement d'associations de chasseurs qui chassent soit la sauvagine, bécasse ou les autres oiseaux migrateurs. Au niveau de la table, le président et le biologiste de la Fédé participent aux tables de concertation de la Grande Loi des Neiges et la table de concertation des oiseaux migrateurs considérés comme gibier. Donc, ce sont deux tables du Service canadien de la faune, au sein de laquelle on a des échanges, des discussions. On parle surtout du bagage, de la migration, du succès de reproduction. Donc, on est informé assez rapidement. Ces réunions-là ont lieu septembre-octobre. Et ça nous permet, comme participants, de savoir un peu quels vont être les effectifs d'oies blanches, par exemple, l'automne prochain. On sait que quand c'est en haut de 15 tout le monde est très, très heureux. Et aussi, on apprend là aussi des plus mauvaises nouvelles quand il y a eu, pour la bernache, il y a eu une baisse de population. Donc, on nous a dit que ça va être 2 oiseaux seulement dans tel secteur. Donc, c'est une table d'échange et ce qui est proposé aussi à ces tables-là, de faire il y a des changements réglementaires. Oui. Donc, c'est rapporté à notre réunion annuelle avec toutes les associations présentes. Puis là, on fait une proposition au conseil d'administration. Puis là, la décision est prise au sein du conseil. Puis chaque année, on essaye, avec les échanges qu'on a avec les autres associations, de voir un peu comment on peut améliorer le succès de chasse, on peut améliorer la rétention des chasseurs, la relève. Donc, on a des interventions qu'on peut faire. Aussi, on surveille de très près peut-être des nouveaux changements qui vont s'en venir dans les prochaines années. Là. Donc, comme la grue du Canada, c'est quelque chose qu'on surveille. C'est un beaucoup. enjeu présentement. Oui, oui. Puis d'ailleurs, à la dernière, j'ai un petit scoop à vous faire. Parce que la chasse, dans le fond, à la grue du Canada, aux États-Unis, elle est déjà présente. Oui. Donc, on a un problème de savoir quelle est la population d'Est ou centrale qu'on exploite, qu'on pourrait exploiter au Québec. Donc, ils étudient actuellement avec une thèse de doctorat la présence de la population. Mais le système de chasse aux États-Unis est basé sur des tags, un peu comme en Europe. Là. Oui. Et ce système-là n'existe pas au Canada. Donc, ils ont créé, ce qu'on m'a annoncé la semaine dernière, qu'il y avait un comité pan-canadien là, pour
travailler sur un comité de réflexion de la mise en place d'un tag. Fait que ça serait Très intéressant positif. pour qu'on puisse éventuellement participer à cette chasse-là. L'autre demande, ben, c'était l'histoire de la bécasse, où là, on a demandé de ramener la chasse un peu plus tôt. Oui. Et là, on nous dit que bon, ils sont en train de faire des études migratoires sur la bécasse. Donc, la bécasse part du lac Saint-Jean et va jusqu'en Floride, là, quand même. Fait que c'est quand même intéressant de voir. C'est fait en collaboration avec l'Université du Maine. C'est un peu de genre de sujets qui sont traités, Oui. puis qu'on peut échanger avec nos associations quand elles sont présentes. C'est là que je veux en venir, moi, parce que si je peux me permettre, là, vous nous livrez beaucoup d'informations là, qui, pour moi, c'est de l'information privilégiée à laquelle je n'ai pas accès généralement. Puis je me rends compte que, puis vous me corrigez, au bout du compte, mon chasseur dans une région X, Y, Z, s'il rentre membre de son association de chasse Exact. locale, Exact. bien, de fil en aiguille, il a accès à cette information-là. Puis aussi, on parlait tout à l'heure des suivis sur la Grande Voie des Neiges, mais les biologistes qui font le bagage, ils nous envoient des courriels, ils disent, ben là, je sais pas moi, cette année, c'était retardé à cause de la neige, ou le succès est bon, il y a beaucoup de lemmings, pas beaucoup de lemmings, beaucoup de... Ah oui, mais on reçoit des courriels. Hein, c'est ça, les gens veulent savoir c'est où, qu'est-ce qui se passe sur Bilo, ils en descendent comment, puis ils cherchent sur le web où trouver l'information. La Fédé, c'est l'information au travers des associations. Tout à fait. À travers les associations, ils ont accès à ces courriels-là pour suivre un peu le processus qui se fait à l'île Bilo durant la... On vient de trouver réponse, genre, à 80 des questions qui rentrent au niveau de la Exactement, parce que sauvagine. Les chasseurs de sauvagine, c'est pas compliqué, rentrez membre. Ouais, rentrez membre de vos associations puis de la Fédé. Puis si votre association n'est pas membre de la Fédé, bien, il faut botter les fesses de l'association un peu pour 40 membres de la Fédé parce que c'est la façon de faire pour que l'information s'achemine dans un sens comme dans l'autre. Parce que dans le fond, vos associations vous amènent l'information aussi. Exact, Oui. tout à fait. Tout à fait. S'il y a des problématiques, comme, mettons, ils nous ont proposé un changement réglementaire, on a consulté nos associations, l'avis était négatif, on l'a transmis à notre direction, puis on a envoyé une lettre au service canadien de la faune en disant, bon, on n'est pas d'accord pour telle raison. Puis ça venait de nos associations. Dans le fond, c'est à ça que ça sert, le comité oiseaux migrateurs. C'est ça. On va être obligé de citer à d'autres sessions, nous autres. Je pense que oui. Messieurs, un grand merci, M. Merci. Courchaine, M. Renaud. Un gros merci. Encore une fois, bienvenue, puis on se revoit, j'espère. Merci. Merci. Cette chronique vous a été présentée par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs. Cette partie d'émission vous est présentée par le groupe Thomas Marine, le plus grand inventaire d'embarcations Princecraft au Québec. Je sais pas si c'est une nouvelle pour vous autres, mais j'aime ça magasiner des bébelles, la chasse puis la pêche. Si vous voulez, je vous dise. Puis souvent, on tombe sur des petites nouveautés qui se font tasser de côté très rapidement parce que ça vient de je sais pas trop où, fait de je sais pas trop quelle façon, mais ça fonctionne pas. Fait que des choses, on nous en présente souvent. Moment où est-ce que Wolverine Supply nous ont approchés pour nous parler de leur gamme Athlon, une gamme optique que je ne connaissais pas. La première chose que j'ai vue dans le email qui est rentré, c'est les prix. Puis j'ai comme tassé ça de côté. Sur le coup, je vais être comme, bon, c'est une autre patente de... Puis il est arrivé par la poste du matériel de Athlon. Bon, ils ont pris la peine de nous l'envoyer. On va regarder de quoi ça a l'air. J'ai fait un saut, tout un saut. Je me suis rendu compte qu'on avait une compagnie canadienne qui distribuait un produit qui, dans la plupart des cas, est à 50 pas 20, 50 moins cher que le plus proche compétiteur dans la même qualité, qui avait de la disponibilité, pas de trouble d'approvisionnement, puis qui livre chez nous comme ça. Juste c'est beau, je pense qu'on va prendre la peine de les essayer sur le terrain. Athlon fait des jumelles, donc des binoculaires, fait des rangefinders, des télémètres, et fait beaucoup de lunettes de visée aussi. Ça fait penser à la majorité des compagnies de lunettes de visée. Ils ont plusieurs gammes. Puis ce soir, je vous ai amené 3 représentants qui représentent bien l'ensemble de la gamme, si on le veut. Donc, un très abordable, un moyenne gamme et un très haut de gamme. Bon, on va s'attarder aux particularités qui les différencient. Puis je vous présente les premiers items de Athlon qui rentrent dans l'émission. Bon, on va vous présenter d'autres choses parce que ça en vaut la peine. Dans un premier cas ici, la série Talos, qui est la série qui est plus abordable, si on le veut.
Dans les 3 cas, c'est le même type de châssis. On utilise de l'aluminium de qualité aéronautique, donc un très bel aluminium qui a une belle densité, qui va résister au choc, qui va résister au temps, qui n'a pas une conductivité qui est trop élevée non plus. On a ici une lunette de visée qui a un tube de 1 pouce, donc on n'est pas dans le 30 mm, mais ça nous permet de réserver un budget qui est quand même très, très, très respectable pour avoir une lunette de visée qui se respecte. 3-12-40, donc 3-12 au niveau du zoom, de la magnification qu'offre le télescope, et 40 au niveau de l'ouverture. J'ai un parallaxe quand même dessus, ce qui est déjà très rare sur les lunettes de visée dans ces prix-là. C'est très, très abordable. Vous irez voir, là, Atmos sur Wolverine Supply, vous allez faire le saut. Là. Allez voir le Talos dans le 3-12-40, vous allez faire un Christi de saut quand vous allez le voir. Donc, très bonne lunette de visée pour application générale. 90 des chasseurs vont se satisfaire de ça amplement. Ici, on est dans un vide nitrogène. Bon, on dit nitrogène, dans le fond, c'est azote. Nitrogène, c'est le terme anglophone pour azote, donc vide à l'azote dans ce cas-ci. Vous allez voir, on se différencie avec les autres. Dans les autres cas, on est dans des vides à l'argon, et on en a parlé dernièrement dans une autre émission. Ça crée une différence au niveau du potentiel de résistance, par exemple, au très grand calibre, aux grandes secousses, ou encore à la façon dont ça perdure dans le temps. On a quand même un très bon polissage au niveau des lentilles. J'ai quand même une très, très bonne vision dans un budget qui se respecte énormément, avec une garantie à vie. Donc, très intéressant. Alors, encore là, on vient jouer beaucoup d'impact de la compétition, mais à beaucoup, beaucoup moins cher. On se transporte juste à côté ici. On tombe dans la série Midas. La série Midas, c'est la série moyenne gamme que je pourrais appeler haut de gamme parce que, honnêtement, c'est très impressionnant. HMR HD, là, on est dans 2.5, 15-50. 2.5, j'adore le ratio au niveau du zoom. 2.5, 15. 2.5, là, les chasseurs à l'ours, entre autres, là, quand vous êtes sur les appâts à l'ours, c'est très, très proche. Quand on part avec des lunettes de visée, j'allais dire télescope encore, puis il faut corriger ça, lunettes de visée, on part à 5 ou on part à 4, des fois, c'est un petit peu beaucoup trop de grossissement pour un ours qui est à la bête ou encore un chevreuil qui est dans le tas de carottes. On voit un tas de poêle, puis 2.5, c'est génial pour ça. Donc ici, 2.5, 15, 50. Particularité. Première des choses, les deux, le moyenne gamme et le haut de gamme que je vous présente, multipolissage au niveau des lentilles, beaucoup plus de netteté. On va parler de verre HD ou encore UHD quand on a plus de polissage. On a une technologie XPL au niveau du polissage ou du revêtement, parce qu'il y a le polissage puis il y a le revêtement qu'on met par-dessus les lentilles, qui sont 2 étapes qui vont changer énormément de choses, entre autres. Vous vous souvenez, il y avait beaucoup de télescopes qui avaient des problèmes de parallaxe. Et je m'explique. On va ajuster le télescope, par exemple, sur un, je sais pas moi, 50 verges. On va arriver sur le 100 verges, le 300 verges, et on va avoir une problématique au niveau de l'élévation, on va avoir une problématique au niveau de la visée. Il y a une difformité qui se crée. Le verre va créer une ellipse, c'est mal poli, c'est mal... Ça, c'était avant. Maintenant, on a appris comment polir des verres, et quand on arrive avec des multiples polissages et des multiples couches en XPL, comme ici, on va aller chercher une netteté où on va avoir une image qui est plus plate. Hein? Le rond de la lentille sera plus gênant au niveau de la divergence au niveau visuel dans le télescope. Dans ce cas-ci, on a aussi une correction au niveau du parallaxe. On n'est pas encore aux tourettes ajustables, mais on a une correction au niveau du parallaxe. On est illuminé ici aussi. On est sur un vide à l'argon et on est sur un tube de 30 mm. Donc, j'ai beaucoup plus de clarté qui rentre, évidemment, parce que j'ai 50 mm au niveau de l'ouverture, mais j'ai aussi une chicane de lumière dans le milieu qui est intéressante parce que j'ai 30 mm au niveau du tube. Fait que ce qui se rend du bout à mon œil ici va être beaucoup plus clair. On gagne des heures, tu sais, à l'ouverture puis à la fermeture de la journée. Ça devient très intéressant. Donc, Midas HMR HD ici en, excusez-moi, 2.5, 15, 50. Très impressionnant comme lunette de visée. Puis attendez de voir le prix sur le site Internet, vous allez faire un Christi de saut encore. Là, je me répète souvent, mais honnêtement, là, j'étais vraiment pas pour tester ces lunettes de visée-là. Juste quand j'ai vu la grille de prix, je suis sur une autre patente importée, je sais pas trop où. Puis je suis resté bête, puis pas à peu près. Puis quand je trouve des choses comme ça, je trouve ça tellement respectable pour une compagnie de mettre des produits à ce prix-là sur le marché, dans ces qualités-là. Ils ont fait leur effort de guerre, je vais vous en parler. Vous voulez avoir du bon matériel à prix très respectable, payer le juste prix, là, mais eux autres, ils l'ont la patente de ce côté-là. Ici, je suis dans le Elos BTR Gen 2. Gen 2. C'est un peu l'élite de la gamme, le Elos. C'est une lunette de visée qui va faire autant pour le tir de précision que pour la chasse aussi. Surtout pour ceux qui veulent avoir une charte balistique ou qui veulent pouvoir faire leurs ajustements directement sur les tourettes. Ici, encore là, comme dans les 3 modèles, on est toujours avec un alliage d'aluminium de qualité aéronautique.
Dans ce cas-ci, au niveau du ratio, ben, vous voyez 2,12,42. Super le fun aussi. 2,12,42, j'ai quelque chose qui est intéressant parce que je peux commencer très bas à 2, je peux aller à 12. Donc, dépendamment où est-ce que si je vise pas une grande plaine de 3 km, là, je suis bien en masse. Hein? 42 au niveau de l'ouverture. Discutable, ça dépend du polissage de tes lentilles. Ici, j'ai une technologie multi-polissage, multi-revêtement, leur technologie, le XPL, qui confère une visibilité, une clarté qui est incroyable. Puis j'ai aussi un tube de 30 mm. Donc, mon 42 mm au bout va impacter beaucoup moins en tant que paramètre dans la clarté qui va se rendre jusqu'à mon œil parce que tous les autres paramètres aller jusqu'à mon œil ne sont pas les mêmes. Dans ce cas-ci, par contre, j'ai un deuxième plan focal. Donc, les deux premiers, c'est des premiers plans focaux. Celui-là, c'est un deuxième plan focal. Chasseurs sont un peu moins habitués à ça. On fera une chronique sur la différence entre les premiers plans focaux et les deuxièmes plans focaux, où est-ce qu'est placé le réticule par rapport à mon œil. Dans les autres cas, j'avais un petit peu moins de choix de réticule. Dans le premier, donc le Talos, c'est un réticule. Dans le Midas, j'ai le AHMR et le BDL qui sont disponibles en termes de réticule. Lorsque j'arrive au Elos, j'ai 5 types de réticules parmi lesquels je peux choisir. Donc, si je m'en vais faire du tir, par exemple, sportif, j'ai des réticules très fins dans lesquels je vais pouvoir faire beaucoup de calculs balistiques au niveau de l'élévation et au niveau du windage. Parlant de ça, au niveau de l'élévation et du gauche-droite, bien, on est ajustable directement et ce sont des tourettes qui barrent. Donc, je dois tirer dessus pour aller jouer. Alors, il n'y a pas d'erreur de roulette qui a viré sur mon genou dans le pick-up pendant que je me rendais ou quoi que ce soit parce que ça barre en place. Élévation, gauche-droite, correction au niveau du parallaxe et illuminé, évidemment. C'est une partie de la gamme Athlon. On va vous en présenter d'autres, évidemment, au niveau d'autres applications. Ça en vaut la peine. C'est distribué par Wolverine Supply. Vous allez les trouver très facilement sur le web. Pour nous autres, c'est terminé pour cette semaine. Venez nous voir sur les réseaux Facebook. Il y a plein de concours. Vous pouvez gagner une chaloupe, la Commère. Je vous le rappelle, allez aimer la page de Commère. Venez participer sur notre page Facebook. La semaine prochaine, Pierre-Yves Méthode, que certains commencent à connaître, qui est un des propriétaires d'Aventure Chasse-Pêche. On présente sa chasse à l'orignal du côté du Nouveau-Brunswick la semaine prochaine. Vous ne voulez pas manquer ça. Aventure Chasse-Pêche vous a été présenté par Browning, la capitale assurance et services financiers et par la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs.